Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique Dons de tvliberté.com. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente, maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. La tension monte entre l'Iran et les États-Unis après l'attaque de 2 pétroliers en mer d'Oman. Téhéran et Washington se relancent la responsabilité et la Maison-Blanche prépare la guerre dans une opération médiatique profitant de la complaisance de nombreux médias. Le gouvernement se lance à l'assaut du budget 2020 après avoir creusé le déficit en 2019. L'exécutif envisage un retour à la normale l'année prochaine, un objectif difficilement tenable compte tenu des promesses présidentielles. Nouvelle menace pour le patrimoine naturel et culturel de France. Les sites les plus préservés du territoire national pourraient d'ici peu devenir la proie des bétonneurs. À l'origine, une mesure de l'Élysée qui est loin de faire l'unanimité. Madame, Monsieur, bonsoir. Washington en opération de communication pour la guerre. Alors que 2 pétroliers ont subi des attaques en mer d'Oman, la Maison-Blanche, appuyée par la presse internationale, se met en branle pour préparer un conflit avec l'Iran. Jeudi, 2 pétroliers ont été attaqués en mer d'Oman, un incident aux circonstances encore floues et pour lequel Washington s'est empressé d'accuser Téhéran, son grand rival dans la région. Les navires en question sont 2 tankers norvégiens et japonais. Du côté des marchés, l'incident a automatiquement fait grimper le prix du pétrole. Un épisode analogue impliquant 4 navires s'était déroulé il y a 1 mois jour pour jour. Les États-Unis avaient déjà accusé l'Iran, mais après plusieurs jours, cette fois-ci, la nation perse a immédiatement été pointée du doigt sans autre forme d'enquête. De son côté, Téhéran, qui a porté secours à 44 membres d'équipage, évoque des incidents suspects. Un nouvel épisode qui exacerbe les tensions dans la région dans un contexte délicat pour les États-Unis. Après avoir été tenu en échec dans sa tentative de déstabilisation de la Syrie, l'oncle Sam et la coalition arabe ne parviennent pas à arriver à leur fin dans le conflit yéménite. Dans ce contexte auquel il faut ajouter le refus d'appliquer l'accord sur le nucléaire par la Maison-Blanche et les multiples provocations de Donald Trump vis-à-vis de Téhéran, l'administration américaine a lancé une grande offensive de manipulation médiatique contre la République islamique d'Iran. Et pourtant, les accusations contre Téhéran souffrent de nombreuses contradictions. En effet, difficile d'imaginer l'Iran s'attaquer à un navire japonais le long de ses côtes, alors même que le Premier ministre nippon est en visite dans le pays où il a rencontré le président Rouhani et le guide suprême Ali Khamenei jeudi. Pour étayer ces accusations, l'administration américaine a fait valoir une vidéo. Difficile cependant de prendre au pied de la lettre les preuves états-uniennes, tant Washington pratique le mensonge systématiquement pour légitimer ces conflits. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Un petit mensonge qui permit d'envahir l'Irak en 2003.
Ce fut également le cas toujours en Irak avec les fausses déclarations de la fille de l'ambassadeur du Koweït dans l'affaire des couveuses qui permit à Washington de lancer la guerre du Golfe de 1990-1991. Même méthode, plus récemment, toujours pour légitimer une agression avec les fausses accusations d'attaque au gaz en Syrie. Le point commun de ces manipulations médiatiques états-uniennes, un appui presque sans faille des outils médiatiques. Ainsi, dans l'affaire des couveuses, Washington avait payé une agence d'information pour rendre crédible la thèse mensongère. Complicité directe ou non, la méthode repose systématiquement sur la diabolisation de l'ennemi. Ici, l'Iran. Ce fut par exemple le cas avec la campagne de dénigrement du président syrien Bachar al-Assad pour légitimer les bombardements de la coalition occidentale en Syrie. Une manipulation qui se fait au détriment du sens commun. En effet, le président syrien, s'il n'est probablement pas un enfant de cœur, a toujours assuré la défense des minorités, chrétiennes notamment, dans son pays et était le plus à même de lutter contre les terroristes de Daesh. Dans le cas de l'Iran et de la diabolisation médiatique de la République islamique, les États-Unis omettent de rappeler la place centrale de la nation perse et des milices chiites dans l'éradication de l'État islamique. Des opérations militaires dans lesquelles le rôle de l'allié saoudien des États-Unis a tenu une place plutôt trouble de son côté, pour ne pas dire qu'il a apporté son soutien aux terroristes. Mais qu'importe la vérité, quand il s'agit des intérêts de Washington, la Maison-Blanche n'est pas très regardante et comme allié de poids, les États-Unis trouvent de très larges relais dans la presse internationale. Ainsi, les médias français participent de l'entreprise de diabolisation. Et c'est très opportunément que depuis plusieurs semaines, la presse se fait l'écho d'affaires discréditant la République islamique d'Iran. Il y a quelques jours, c'est une histoire de conte de fées impliquant une top modèle iranien, SDF, réfugié en France, qui faisait la une de divers journaux. Jeudi, c'est le cas de l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, militante droit de l'homiste, incarcérée, qui prenait une place démesurée dans l'espace médiatique. À cela s'ajoutent de multiples petites manipulations, à l'image du Figaro, qui illustre un article sur les mosquées radicales par des images du centre Zahra, une des rares communautés chiites de France, alors même que tous les attentats islamistes sur le sol français ces 20 dernières années impliquaient des sunnites, l'islam pratiqué notamment en Arabie Saoudite, grand allié de la France. La machine de diabolisation contre l'Iran trouve donc un très large écho dans les médias et semble préparer les esprits à une agression états-unienne contre la nation perse. Retour en France, recherche économie pour budget 2020. Après un écart cette année, le gouvernement compte réduire la voilure des dépenses pour l'année prochaine, un casse-tête qui devrait faire des victimes collatérales alors qu'Emmanuel Macron a promis une baisse de l'impôt sur le revenu. Thibaut Bastide. L'acte 2 du quinquennat Macron débute par un casse-tête, 24 heures après le discours du Premier ministre Édouard Philippe, dressant les projets gouvernementaux pour l'année à venir. Le ministre du Budget et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a lancé les conférences budgétaires avec ses collègues de l'exécutif pour commencer à caler les grandes lignes du projet de loi de finances pour 2020. Comme chaque année, cet exercice s'avère extrêmement périlleux alors que l'année 2020 doit être celle du retour à l'équilibre en matière de finances publiques. Sur ce principe, l'équation apparaît délicate, voire impossible à résoudre. En effet, dans son programme de stabilité révisé en avril et envoyé à Bruxelles, le gouvernement vise désormais un déficit de 2% fin 2020, alors qu'il a franchi la barre symbolique des 3% cette année, notamment après le déblocage des 10 milliards d'euros pour répondre à la crise des gilets jaunes et la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, en baisse pérenne des charges patronales. Si l'on peut croire que l'objectif du gouvernement est atteignable du fait de cette dernière composante qui pèse 20 milliards d'euros, soit près d'1 point de PIB, la marche n'en demeure pas moins très haute. Et ce, pour une simple et bonne raison, le programme de l'exécutif ne tient pas compte des annonces d'Emmanuel Macron concernant une baisse de 5 milliards d'euros d'impôts sur le revenu, dans le but de rendre du pouvoir d'achat aux classes moyennes qui travaillent. D'ailleurs, le financement de cette mesure demeure encore aléatoire. Si dans son discours de politique générale tenu mercredi, le Premier ministre a confirmé que la facture serait payée par des économies supplémentaires, notamment par la réduction de niches fiscales et sociales touchant les entreprises. Des coupes franches pourraient également être opérées dans d'autres secteurs, notamment dans la fonction publique. D'ailleurs, le Premier ministre l'a répété, les effectifs devraient davantage baisser en 2020 qu'en 2019, avec pour objectif la suppression de plusieurs milliers de postes. Des suppressions de postes donc, mais également un allongement du temps de travail. En effet, pour financer la baisse d'impôts, le chef de l'État
l'État souhaite inciter les Français à travailler plus et plus longtemps. Ainsi, il serait question d'accélérer la réforme Touraine. Cette dernière prévoit d'allonger progressivement la durée de cotisation retraite pour qu'elle atteigne 43 ans en 2035. La première étape devrait intervenir en 2020 avec un relèvement d'un trimestre de la durée de cotisation. De fait, malgré les belles promesses de baisse d'impôts, le modèle Macron poursuit sur la même lancée. Demander toujours plus d'efforts aux contribuables sans certitude d'avoir les résultats escomptés à la clé. Le glas des sites classés en France a-t-il sonné alors que lundi Emmanuel Macron promettait de belles initiatives écologiques? Son gouvernement préparait un décret qui pourrait ouvrir la porte aux bétonneurs dans les sites les plus réservés du territoire national. Une nouvelle contradiction pas si surprenante, Claire Dédier. Les pentes du Mont Blanc servant de réserve d'eau artificielle, les calanques de Marseille disparues sous le béton des entrepreneurs de la Côte d'Azur, ces deux scénarios incroyables apparaissent de plus en plus envisageables selon les écologistes. En effet, un nouveau décret du gouvernement Macron prévoit que l'ensemble des autorisations de travaux dans les sites classés soient désormais délivrées à un niveau local par les préfets des départements. Jusqu'à maintenant, elles dépendaient du ministre chargé de ces hauts lieux naturels et culturels. Sur la ligne de crête, les Verts crient au scandale. Dans une lettre au ministre de la Transition écologique, le syndicat national de l'environnement dénonce la fin de la protection du patrimoine. Les élus locaux élèvent aussi la voix. Selon eux, une telle mesure donne libre cours à la voracité des bétonneurs. En effet, comme l'explique le porte-parole du Conseil national de protection de la nature, le préfet est une proie facile pour les obsédés de la construction. À plus forte raison quand les aménageurs locaux n'hésitent pas à faire pression. On a donc du mal à imaginer comment des fonctionnaires avec des pouvoirs réduits comme les leurs pourraient résister à la pression de ces entreprises. C'est aussi la porte ouverte à des chantages électoraux trop faciles. Devant l'accumulation de courriers critiques, de pétitions et d'appels paniqués, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, se veut rassurant. Il affirme qu'un garde-fou est prévu avec un recours possible au ministre chargé des sites classés en mesure de se saisir du dossier. Pour autant, il justifie ce décret par la logique de déconcentration dans laquelle il s'inscrit. Logique de déconcentration ou de contradiction? Ce n'est pas la première fois que le président de la République française est ambigu dans ses prises de position vis-à-vis de l'écologie. Du ministre au candidat et du candidat au président, la boucle est bouclée. Sous le gouvernement Hollande, le ministre de l'économie était connu pour sa politique sacrifiant l'écologie à l'économie. Ces bonnes résolutions n'ont duré que le temps de la parenthèse électorale. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Faire la guerre partout a un prix. Aux États-Unis, ils sont 20 millions à avoir combattu dans les multiples conflits qui ont engagé la puissance américaine dans le courant des dernières décennies. 6 000 se sont suicidés entre 2008 et 2016, soit environ 20 par jour. Stress, flashback, insomnie, c'est le quotidien de nombreux vétérans qui se sont sentis abandonnés lors de leur retour au pays. Beaucoup ont alors sombré dans la drogue et dans l'alcool. Dans ce contexte, le ministre qui gère les 1200 hôpitaux réservé aux vétérans a fait de la lutte contre le suicide la priorité numéro 1. Une prise de conscience qui intervient un peu tard, au dire des anciens combattants. Un farouche soutien de Donald Trump fait ses adieux à la Maison-Blanche. C'est avec les hommages et les éloges du président états-unien que Sarah Sanders, sa secrétaire de presse, quitte ses fonctions sans préciser les motifs de son départ. Porte-parole du gouvernement face aux médias et aux réseaux sociaux, elle n'a pas eu la tâche facile, chargée de répondre aux réactions provoquées par les tweets pour le moins imprévisibles du président américain. Une personnalité combative qui pourrait manquer au premier cercle des fidèles de Donald Trump. Le Cluedo version Arabie Saoudite. La sœur du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman sera jugée à partir du 9 juillet. Assa bin Salman est accusée de complicité de violence volontaire avec usage ou menace d'une arme, de complicité de séquestration et de vol. En septembre 2016, la princesse et son garde du corps auraient séquestré un plombier venu effectuer des travaux dans l'appartement parisien d'Assa bin Salman. Alors qu'il prenait une photo de la pièce où il devait intervenir, l'homme a été accusé de réaliser des clichés volés pour les vendre à des médias et la saoudienne aurait alors donné à son garde du corps l'ordre de le frapper et de le tuer. Une affaire qui rappelle les méthodes pour le moins expéditives des Saouds dans l'affaire Khashoggi dans laquelle Mohammed Ben Salman serait impliqué.
L'oiseau s'est écrasé après la fuite de ses propos arrogants tenus à l'égard des partenaires au Parlement européen. L'ancien ministre des Affaires européennes a dû renoncer à diriger la présidence de l'Alliance libérale centriste. Emmanuel Macron aurait ainsi décidé d'écarter la tête de liste de La République en marche, qui était cependant son choix personnel. Prison requise contre les Balkany. Jeudi, le procureur a requis 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité contre le maire de Levallois-Perret et 4 ans avec sursis et 500 000 € d'amende contre son épouse. Depuis le 13 mai dernier, le couple Balkany est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption passive, blanchiment de fraude fiscale aggravée et prise illégale d'intérêt. Le couple est soupçonné d'avoir dissimulé au minimum 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment de villas. Une lourde sanction réclamée au vu du laxisme judiciaire exercé dans d'autres affaires criminelles. Le procès doit se terminer le 19 juin prochain. Les habitants de Levallois semblent de leur côté toujours soutenir leur maire. Seulement 9% des promesses de dons ont été versées pour la reconstruction de Notre-Dame. 2 mois après le drame, les structures chargées de récolter les sommes promises n'ont encaissé que 80 millions d'euros sur les 850 millions promis. Les plus grands mécènes, tels que la famille Arnaud et la famille Pinault, versent des fonds petit à petit. Une méthode qui permet d'éviter que l'État fasse fructifier la somme colossale en la plaçant avant que les travaux ne soient lancés. Certains particuliers et communes ont de leur côté renoncé à leurs dons, du fait notamment de la volonté présidentielle de construire la cathédrale dans une architecture pas très catholique. Monsieur Cuisine Connect, le robot de la discorde. Le nouveau robot cuiseur multifonction vendu par la chaîne Lidl serait porteur d'un micro inactif, mais qui serait vulnérable aux intrusions. D'une valeur de 359 €, le rival de Thermomix avait provoqué des attroupements sauvages devant les magasins. Des consommateurs en furie qui se trouvent désormais avec un véritable objet d'espionnage dans leur cuisine. Le gant de Mohamed Ali ne trouve pas preneur. Mise aux enchères en Italie, la célèbre paire de gants du boxeur américain, portée lors du combat du siècle face à Joe Frazier, n'a pas eu le succès escompté. Avec un prix minimum de départ de 5 000 €, aucun acquéreur potentiel ne s'est manifesté. Son propriétaire est donc reparti avec. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, la presse écrite. Ce soir, retrouvez Bistro Liberté avec le président de SOS Chrétien d'Orient, Charles de Meyer. Évidemment, les gouvernements, notamment le gouvernement français, a une politique délirante au Proche-Orient depuis un certain nombre d'années. Une politique de suivisme des États-Unis, une politique de recherche de contrats de manière unilatérale avec un seul pays dans la région. Donc évidemment, tout ça ne va pas. Ça, je veux bien le croire. Deux guerres américaines menées en Irak, il y a de quoi énerver aussi certaines populations. Bien sûr, bien sûr. En revanche, expliquer uniquement par ce facteur la radicalisation islamique de la région, ça me semble méconnaître d'autres facteurs qui sont importants, notamment le processus de radicalisation du monde islamique, notamment par des prédicateurs bien connus, soit qataris pour certaines obédiences, soit saoudiennes pour d'autres. Également au programme de votre fin de semaine, le samedi politique, Élise Blaise reçoit Loïc Le Floch-Prigent pour évoquer les grands fiascos de l'industrie française engendrés par l'incompétence et parfois la malhonnêteté des politiques. Il est clair que depuis une dizaine d'années, l'État a montré qu'il était incapable de gérer les affaires industrielles, qu'il ne comprend pas l'industrie. Il n'est pas stratège, il n'est pas compétent, il cède à l'émotion et il cède au journalisme et aux médias permanents. Monsieur Ghosn aurait été américain, 1 heure après il était sorti. L'action contre Ghosn était brutale et les réactions devraient être brutales. Le gouvernement français s'est couché, voilà, on sait ça maintenant. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la conversion. Et tout de suite, La France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Curieuse prise de bec l'autre jour au bar, un classique en fait, qui démarre sur un petit rien, qui continue sur le ton « et toi, puisque t'es si malin, tu vas nous dire que », etc. Alors d'un côté, il y a l'abonné au monde, qui fait tout bien, qui est toujours du côté du manche, qui dit « ils n'ont qu'à rouler à 80 dès que les gens se prennent une amende », qui dit « ils n'ont qu'à avoir une voiture en bon état », qui dit « ils n'ont qu'à se mettre à Internet et puis c'est tout », et puis il dit aussi « j'en ai marre de ces veuves richissimes qui veulent pas déclarer sur Internet leurs revenus ». Alors ça c'est d'un côté, et de l'autre côté il y a ce brave type qui n'est ni rentier ni rien, qui est propriétaire de sa petite maison et qui complète sa retraite en vendant et en achetant des livres, le fameux Gustave qui nous disait l'autre jour qu'il n'avait pas de mutuelle parce qu'il n'était jamais malade. Non, en fait il disait le contraire, il disait qu'il était jamais malade parce qu'il n'avait pas de mutuelle. En gros, selon lui, c'était l'obsession de la mutuelle qui en rendait malade, en fait. Formulé comme ça, c'était fait pour faire réagir l'autre, qui, en fait, était, lui, un angoissé, qui payait plus de 100 € par mois pour avoir l'assurance d'être soigné sans frais, mais surtout qui était tellement dans l'obéissance macronienne qu'il croyait que c'était obligatoire, une mutuelle. Heureusement que non, a dit Gustave, si tu veux engraisser des assurances libres à toi, mais on paye déjà la sécu pour être soigné, on va pas payer en plus une deuxième fois. Mais ce ne sont pas des assurances, ce sont des mutuelles, dit l'autre. Ça veut dire que l'argent des uns va à la couverture des autres. Sauf, a dit Gustave, qu'un tiers des cotisations sont bien destinées aux compagnies d'assurance qui se font du bénéfice sur l'inquiétude des cons dans ton genre, une inquiétude inutile, puisque si tu as un pépin grave, tu es remboursé à 100%, et si tu as un pépin pas sérieux, si tu veux un dentier en céramique ou des lunettes Dior, tu es plus ou moins remboursé. Mais si les gens veulent mettre au pot pour rembourser des dépenses de confort d'une poignée d'autres gens qui passent leur temps chez les spécialistes et les opticiens et les prothésistes, libre à eux. Mais moi, je trouve que si tu mets 100 € de côté tous les mois, tu peux te payer des lunettes tout seul. Bon, là, c'était parti pour la discussion habituelle, mais la chose frappante, enfin touchante, qu'a fait observer Gustave, c'est que la moitié des gens qui ont droit à la couverture maladie universelle et qui n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle, mais qui normalement pourraient se faire aider pour en avoir une, finalement ne demandent rien. Ils ne perçoivent pas ce à quoi ils ont droit. Ils sont comme moi, dit Gustave, ils attendent de voir venir, ils mettent 50 € par mois éventuellement sur un compte, ils savent qu'en cas de pépin grave, ils ne seront pas laissés sans soin, et pour les autres, eh ben, c'est eux qui décident. Personnellement, moi, ça me tue, me dit-il, de voir à la pharmacie la fille de te vendre un médicament à 4 € et te demander si tu as une mutuelle, et te faire pratiquement les gros yeux si tu dis non, si tu dis j'ai pas de mutuelle, je vais payer l'euro qui n'est pas remboursé, ne vous en faites pas. Parce qu'en fait, le système a besoin de crétins comme l'autre, là, a-t-il dit en désignant l'abonné au monde, qui claquent leurs 120 € par mois pour entretenir des actionnaires, pour permettre à leur mutuelle de faire des placements dans les paradis fiscaux, et pour s'offrir des sièges sociaux monstrueux en plein Paris, avec rampe en inox, baies vitrées énormes, bureaux au 8e étage qui regardent la Tour Eiffel. Tu vas pas me dire que si les France Mutuelles et autres là plantaient leur siège à Romorantin en pleine campagne, ça changerait quelque chose? Non. Et la morale serait un peu plus sauve. Et l'argument immédiat de l'autre, c'était « alors ça te fait rien à toi d'être à la charge de la société si tu as un cancer ?» D'abord, si tu veux savoir, a dit Gustave, j'ai demandé à mon assureur une garantie hospitalisation qui paye radio, scanner, analyse, le tout pour 15 ou 20 € par mois et pas 120. Ensuite, je vais pas faire mon marché chez les opticiens tous les 15 jours. Pour une correction de presbyte de 2,5, j'achète des lunettes à 3 € sur les marchés. Et pour les dents, j'ai un dentiste qui me dit, je fais le minimum, à votre âge, ça tiendra bien assez longtemps. Et là, notre abonné au monde, qui était presbyte aussi, nous a fait le cirque habituel à propos des lunettes achetées sur les marchés. Il a dit, libre à toi de te bousiller la vue avec des lunettes non agréées. Et là, Gustave a conclu à notre adresse, nous étions 4 ou 5 là autour. Alors, voilà le grand mot lâché, notre ami voudrait une humanité agréée. Et si t'as pas l'agrément, tu deviens antisocial. Mais en revanche, tous les va-nu-pieds là qui arrivent de Somalie, qui sont pas agréés par nature, tu les soignes gratuitement. Donc le système de protection pour lequel t'as cotisé te sert à rien. La moitié des Français de père en fils ne le réclament pas et vont vers les mutuelles, tandis que tous les nouveaux arrivés se ruent, eux, sur la CMU. Vous êtes vraiment tombés sur la tête, mes amis. Mais heureusement, ça va finir par se savoir. Non, non, a-t-il dit en conclusion, t'es gentil, tu me fais pas le coup de l'égoïsme, etc., j'ai pas le temps. Et il est parti. Abonnez-vous, merci.
L'avenir est à la langue française. À l'heure où les Britanniques envoient tous les signaux possibles et imaginables de leur désir de claquer la porte de l'Europe, nos petits fonctionnaires et politiques bruxellois continuent pourtant de penser l'Europe en anglais, car ils ne peuvent penser les choses autrement. L'audace n'est pas leur qualité principale. Si, au lieu d'aller toujours se coucher devant la domination culturelle des Anglo-Américains, nous nous décidions, une bonne fois pour toutes, d'être fiers de notre langue, de notre culture française et du formidable potentiel de rayonnement qu'elle représente, cela pourrait changer les choses. Petit retour en arrière. Avant l'arrivée des Anglais dans la grosse machine européenne, le français était la seule langue commune utilisée dans les instances officielles de la communauté économique européenne. Aujourd'hui, on ne parle plus que l'anglais et l'anglais semble vouloir y rester. L'Europe, c'est la diversité, blablabla, la diversité, blablabla. On connaît le refrain. Mais dans les faits, c'est l'uniformité et l'appauvrissement culturel qui prévalent. Nos dirigeants s'en soucient comme de l'an 40. Manu trouve que le français, c'est moche et que l'allemand, c'est romantique. Et il se croit même obligé de nous infliger des pinceaux en anglais dès que l'occasion se présente. Décidément, nous avons du mal en Europe à prendre le large. Et pourtant, aujourd'hui, le monde francophone dépasse les 500 millions de personnes. Ça n'est pas rien. Le français est même un formidable vecteur d'alphabétisation et de scolarisation, ce que ne sera jamais par exemple l'arabe, pour ne pas le nommer. Pourquoi cette perpétuelle dévalorisation de nous-mêmes et de notre patrimoine linguistique ? Pourquoi, quand on veut faire chic, compétent, efficace et riche, on se met à baragouiner un anglais approximatif? L'on peut encore inverser la vapeur, très probablement. Encore faudrait-il que nos bien-aimées élites politico-médiatiques se défassent de leurs mauvaises habitudes qui consistent à jargonner en English pour garder entre le pouvoir et planer très en hauteur, très au-dessus du petit peuple que nous sommes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.